Salam alaikum, je m'appelle Gunman Khouman, mais mon nom à l'état civil c'est Makhtar Fall. Je suis artiste musicien depuis près d'une trentaine d'années et donc je suis engagé aussi dans les causes environnementales depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà. Grand Xuman lan mooy gën maan Xuman. Gunman c'est déjà bon bu ma nekkee xale comme benn fan su bande dessinée yooyu laa woon donc dama doon jéem a wut benn turu héros super héros donc Gunman mooy kii yore gon bi mais après. Ok. ñoo gisee ne peut-être que connotation bi day xaw a choqué nit ñi donc dama mujj wolofal ko donc gën ak mën. D'accord. boole ñaari quoi gën. Gën ak mën. waaw ak mën. Mais c'est super. waaw tu vois ak xumaan xumaan mooy maxu laa inversé waaw. Mais c'est trop bien ça. Et puis ça me ramène à Artère. Vous savez, depuis 7 ans, je réfléchissais sur un projet pour inclure les artistes dans tout ce qui est conservation de l'environnement, de la terre de manière générale. Donc je parlais à un ami, on discutait et tout ça. Je dis, moi, je cherchais un truc pour amener l'art et la terre. Il m'a dit, choisis, prends Artère. Donc quand on a pris Artère, en Wolof, c'est art protégé, terre, la terre. Après, c'est comme aussi les artères dans le corps. Si, absolument. Et pour slogan, on a pris l'art au service de la terre. C'est efficace. C'est efficace. C'est très efficace. Bon, on verra. Alors, notre invité d'aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le grand. Bon, moi, j'ai l'habitude de l'appeler grand. Hein? Donc, ça, c'est une histoire assez lointaine. Ça, c'est la famille d'abord. Voilà. Donc, Makhtar, c'est un artiste engagé dans les causes environnementales. Grand Makhtar, quand tu as commencé dans le secteur de l'environnement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de manière générale, dans ton engagement, Ok. qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est de constater que c'est des problématiques qui ne font pas la une de l'actualité. C'est des problématiques qui ne touchent pas forcément. On a commencé déjà par regarder autour de nous. Quand on habite en ville, on est conscient de ces problèmes que dès qu'il y a des inondations. Oui. Donc, je pense que la première chose, qui m'a un peu ouvert les yeux dessus, c'était les inondations qu'il y avait eu en 2012-2011, si je ne m'abuse. Donc, on est allé avec nos amis, avec des amis artistes. On était descendu sur le terrain pour aider les populations qui étaient dans le besoin, qui avaient vu toutes leurs habitations complètement détruites. De l'eau. Et ça, je crois que c'est la première fois, une des premières expériences que j'ai eues sur le terrain, en allant justement voir ces gens-là qui étaient dans le besoin. Mais au-delà de ça, effectivement, la question qu'on se posait, mais pourquoi fii di inondé? Ah oui, en général, ay dëkkuwaayu ndox moo fa doon jaar. Comme léegi nit ñi amuñu fu ñu dëkk, ñu ñëw dëkk foofu. Donc du coup, ndox du bàyyi yoon, automatiquement, donc day créer waat yeneen problème. Donc je pense que foofu la coow li jógee. Donc c'est le fait déjà de voir que on est en train de maltraiter la nature. Parce que fi ndox mi doon taa, war nañu fexe ba sàmm ko. Et le fait justement de constater qu'on n'a amuñu système d'assainissement bu baax dans les villes, day créer waat yeneen problème. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc à m'intéresser de plus en plus à ce problème. Et puis, effectivement, il y a eu le problème à Saint-Louis, quand il y a eu la digue avait cédé et que les habitants de Gokhumbath étaient dans le désarroi. On est allé sur le terrain. Et en voyant le problème que cela a causé, comment les populations ont eu ces problèmes, comment est-ce qu'ils se défendaient après, qu'est-ce qui a causé ce problème? C'était une digue qui était mise en mer, ensuite la digue a dévié l'eau, etc. Donc tout ça, c'est des questions qui font que, mais comment est-ce qu'on peut réagir face à ces problèmes? Est-ce qu'on peut combattre la nature ou est-ce qu'il faut s'adapter à la nature? Et donc je pense que c'est tous ces problèmes-là qui ont fait qu'après, je me suis retrouvé à m'intéresser à cela jusqu'à travailler avec des partenaires justement qui œuvrent dans ce sens, notamment Greenpeace ou bien Magamba Network qui sont au Zimbabwe. Et donc c'est comme ça que depuis lors, je m'intéresse beaucoup à cette question-là. Alors, je vois que tu fais beaucoup de choses avec Greenpeace. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les activités que vous menez avec Greenpeace? En fait, on a eu le contact de Greenpeace par un de nos partenaires qui s'appelle Magamba Network. Magamba Network, c'est une association qui est basée au Zimbabwe et
cette association-là, c'est une association qui regroupe beaucoup d'agences ou d'acteurs de l'environnement. Et parmi ces acteurs, justement, il y avait Greenpeace Africa. Et dans Greenpeace Africa, justement, comme on faisait souvent des réunions avec tous ceux qui travaillent ensemble sur ces problématiques, c'est comme ça qu'on est entré en contact avec Greenpeace Africa. Et on a eu à travailler sur l'une des problématiques qui est justement le greenwashing, le fait que les compagnies pétrolières utilisent le sport pour se faire une belle image. Ouais. Et donc, on a eu à travailler sur des projets comme ça, notamment sur l'implication de Total Energy sur la Coupe d'Afrique des Nations, le sponsoring de Total Energy sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, on a eu à faire des sons dessus, à faire des campagnes, à aller un peu de campagne de presse, campagne de proximité. Donc, après, depuis lors, voilà, chaque fois qu'il y a effectivement, c'est vrai que Greenpeace, c'est une grande organisation qui date qui a, je sais pas, 50 ans peut-être d'existence et non plus. Et donc, je voyais ce que Greenpeace faisait sur les mers avec, quand il y avait quand il y avait des problèmes avec le pétrole qui se déversait sur les côtes, etc. J'ai vu aussi qu'ils avaient un activisme très violent parce qu'ils allaient parfois attaquer même des compagnies qui étaient des compagnies pollueuses. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'activisme au vrai sens du terme, quoi. Parce que c'est le terme où ils font des actions et puis ça voilà, il y a forcément des résultats parce qu'au final, ils se sont fait entendre, quoi. D'accord. J'ai vu votre campagne sur Total Energy, mais cette campagne, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif de cette campagne? La campagne, en fait, c'est de dire qu'on n'a plus besoin, on aime le foot, mais pas les pollueurs. Total Energy a plusieurs sites d'exploitation en Afrique. L'un de ces sites d'exploitation, c'est ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Est, avec la ICOP qui traverse la Tanzanie, l'Ouganda, et qui est en train qui sur des milliers de kilomètres, déplace des populations, d'une, et de deux, c'est une plateforme qui est en train qui transporte le gaz naturel liquéfié, le pétrole, mais le fait de transporter ce pétrole-là, ils sont obligés de le chauffer. Donc, ils chauffent les pipelines. Et en chauffant ces pipelines, ça augmente effectivement le réchauffement climatique. Ouais. Et ils font déplacer des populations. Et voilà, il y a des preuves de corruption sur certains régimes militaires pour pouvoir justement chasser certaines populations qui résistaient encore. Donc, en travaillant avec ces gens-là, en faisant croire aux gens qu'on est des gens bien parce qu'on sponsorise la Coupe d'Afrique des Nations, on cache ce qu'on est en train de faire de mal. Et c'est ce que Total Energy est en train de faire. Total Energy est en train de polluer la nature dans plusieurs endroits. Total Energy est en train parce que ce n'est pas qu'en Afrique que ça se passe. Il y a beaucoup d'autres pays, ou sur d'autres continents, ils font la même chose. Et puis, le plus choquant dans l'histoire, c'est que quand on connaît l'histoire de Total Energy et de l'Afrique, Total Energy s'appelait d'abord Elf. Et on a vu les scandales que Elf avait par rapport à certaines élections dans certains pays, ou par rapport au fait que c'était un coffre-fort pour la France pour pouvoir soudoyer certains pays. Ensuite, cette même compagnie qui est devenue maintenant Total Energy, c'est une compagnie qui fait croire qu'elle travaille dans l'énergie verte. Oui, mais que les gens utilisent beaucoup l'aspect RSE. Le message envoyé, c'est qu'on est dans la responsabilité. Et puis surtout, ils font de la fausse publicité en faisant croire qu'ils investissent beaucoup dans les énergies renouvelables. Mais à vrai dire, ce qu'ils investissent dans les énergies renouvelables, c'est même pas c'est un pourcentage très minime de tout le désastre qu'ils causent à côté. Et justement, le fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez que c'est Total Energy qui sponsorise, sur toutes les publicités, vous voyez que c'est Total Energy, sur toutes les belles actions, parce que le fait de lier l'émotion du sport, le fait de supporter son équipe avec une compagnie comme Total Energy, ça envoie un message très, très controversé, parce que vous êtes tellement heureux quand votre équipe de football gagne, que vous oubliez que la compagnie qui sponsorise tout ça, c'est une compagnie qui pollue. Qui pollue. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas... pollueurs-payeurs. Voilà. Est-ce qu'ils payent? Je pense même pas que c'est... Disons des pollueurs indemnisateurs. Non, et puis c'est des pollueurs qui profitent. C'est des pollueurs profiteurs. Parce que
Total Energy avait en sponsoring quelque chose comme 250 millions de dollars qu'ils avaient mis sur la table pour pouvoir sponsoriser la Coupe d'Afrique des Nations sur 8 ans. C'est un contrat qui était assez large. Et quel qui s'est passé, ils ont renégocié, le contrat a été renégocié et maintenant ils payent 800 millions de dollars. Mais 800 millions de dollars, c'est pour représenter sur 3 ans toutes les compagnies, toutes les compétitions de football. Féminine, masculine, junior, tout. Donc du coup... C'est peu, hein. Et puis c'est surtout qu'ils payent, tout ce qu'ils payent, c'est pour pouvoir s'accaparer tout entièrement du foot. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que justement, on essaie de réfléchir à des alternatives. Il y a des compagnies qui sont des compagnies qui font de la production d'énergie renouvelable, ou bien des compagnies de, je sais pas, en tout cas, on peut changer de sponsor tout en gardant la qualité dans le football. Donc c'est un peu tout cela qu'on a essayé de mettre dans cette campagne. Voilà. D'accord. Alors, sur les aspects liés à la pêche, avez-vous déjà eu à faire des campagnes avec des communautés dans les écosystèmes marins? Est-ce que vous avez déjà fait des activités? On a eu à rencontrer à Saint-Louis la communauté des femmes transformeuses de produits de pêche. Et c'est avec elles justement qu'on a compris la problématique parce que justement, avec ce qui s'est passé avec l'installation de la plateforme de BP au large de Saint-Louis, on a compris en fait que ça créait tout un problème dans la communauté. Le fait justement que cette plateforme-là soit sur cette pierre que les Saint-Louisiens avaient l'habitude, les pêcheurs avaient l'habitude d'aller pêcher, le fait que la plateforme soit installée là-bas, ça fait que les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin. Ouais, en mer. Ils vont plus loin. Ils vont plus loin, ils entrent en Mauritanie. Quand ils entrent en Mauritanie, parfois il y a des problèmes avec les gardes-côtes mauritaniens. Ah oui. En plus de tout ça, il y a le fait qu'ils sont obligés d'avoir des licences pour pouvoir pêcher en eau mauritanienne. Quand ils finissent de pêcher, ils sont obligés de venir sur les quais mauritaniens pour qu'on puisse peser, débarquer, regarder, contrôler. Et on se rappelle qu'il y a quelques années de cela, il y avait des amendes qui ont été mises sur qui devaient être payées, et ces amendes ont été payées par le président Macky Sall à l'époque. Toutes ces amendes-là, tout cela, ça cause des problèmes parce que même l'environnement dans lequel il vit a beaucoup changé. Donc, en rencontrant ces femmes, ces représentants des pêcheurs et ces femmes qui transforment le poisson, elles se retrouvent dans la même situation, dans la situation où ce qu'elles pouvaient ramener à la maison à l'époque, elles ne sont plus en mesure de pouvoir produire autant de poissons et automatiquement, la famille se retrouve disloquée. Ouais. Automatiquement, les pêcheurs deviennent des capitaines pour l'immigration clandestine. Donc, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont plus assez rétribués par la pêche. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de prendre les pirogues et de les transformer en navires pour aller à l'immigration clandestine. Donc, voilà, tout ça, c'est des problématiques qui sont causées directement par l'implication de cette compagnie. Et autre problème, cette compagnie-là, elle s'installe quelque part et elle ne prend pas en compte le contenu local. C'est-à-dire, les populations ne travaillent pas sur ces compagnies. L'un des seuls postes qui est libre pour travailler sur ces compagnies, c'est le poste de balayeur, de nettoyeur, en fait. Ouais. Donc, sur, je ne sais pas combien de personnes qui sont employées par la compagnie, il n'y a que le poste de nettoyeur qui est acquis ou bien qui est accessible aux populations qui travaillent vers l'île. Donc, même la nourriture, enfin, tout ce qui est autour des compagnies de plateforme, tous les métiers qui sont sur la plateforme sont des métiers qui sont réservés à une certaine élite. Et donc, les populations ne se retrouvent même pas à cela. Ensuite, comme tu disais tout à l'heure, les RSE de ces compagnies-là font croire qu'elles veulent développer la ville. Mais il y a une phrase qui m'a frappé quand j'ai discuté avec eux. Ils ont dit en fait que quand ils ont rencontré les gens de BP, ils leur ont dit, écoutez, nous, on n'est pas ici pour développer votre ville. On est ici pour exploiter le pétrole, en gros. Donc, tout ça, ce sont des choses, quand vous l'apprenez, ça vous révolte quand même, parce que vous vous dites...
C'est normal. il y a quand même, voilà, il y a quand même des problèmes. Donc, du coup, les populations, les pêcheurs, tout cela, il y a des actions qui sont faites, c'est vrai, mais on ne tient pas assez compte du fait que c'est les générations qui vont être déplacées, c'est l'histoire, la mémoire vivante de cette population qui va être détruite. Donc voilà, tout cela, c'est voilà, en discutant avec les populations, avec les pêcheurs, c'est un peu ça. Mais j'ai pas encore réellement fait de campagne en pleine mer. Et ça, c'est la prochaine étape. Ah oui, super, ça, ce serait bien parce qu'il y a ce qu'on appelle le BBNJ. C'est un nouveau programme qui protège même en haute mer. Donc, c'est comme les aires marines. On a des aires marines, comme on disait tout à l'heure. Les aires marines, c'est des sites qui sont protégés. Donc, en milieu marin, on a des sites qui sont protégés. Yep. On appelle ça les aires marines. Maintenant, on veut aller plus loin dans la protection. Parce que souvent, on parle aussi dans le secteur de la pêche, il y a plusieurs problèmes en réalité. Il y a la pêche que l'on appelle INN. Donc, c'est une forme de pêche non déclarée et non réglementée. Par exemple, souvent, on peut prendre des pêcheurs qui vont à Kayar ou qui vont en Gambie. Ils pêchent en Gambie. Ils reviennent, par exemple, les gardes-côtes les prennent en milieu vers Joal, peut-être, je dis n'importe quoi, vers Joal. On leur demande où est-ce que vous avez pêché. Ils ne vont pas te dire en Gambie. Ils vont te dire qu'on a pris les poissons à Joal. Okay. D'accord? Ça, c'est une information. Après, ils peuvent pêcher des petites pélagiques et déclarer pêcher des poissons nobles. Ou ils peuvent te dire, j'ai que 50 kg de poissons, pendant que dans les soutes, il y a 100 ou 200 kg. On est sur une information, mais qui est fausse 3 fois. Sur la zone où ça a été pris, sur le type de ressources Sur la quantité. et sur la quantité. Et tant que ceux qui doivent mettre en place les politiques de conservation n'ont pas les bonnes informations, ils ne vont jamais prendre les bonnes politiques. Parce que quand tu prends quelque chose à Joal ou en Gambie, tu le déclares à Kayar. Tu dis que non, j'ai pris ça à Kayar. Déjà, on vient pour protéger une zone à Kayar et que c'est une zone qui n'est pas productive, par exemple. Parce que la production ne vient pas de là-bas. C'est vrai. Donc, en fait, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la pêche industrielle. Les bateaux qui viennent, qui ramassent tout avec les filets qu'ils utilisent. Les filets qui ne sont pas réglementaires. Il y a aussi la pêche artisanale fait de la pêche INN. En fait, il y a beaucoup de problèmes autour de ce secteur de la pêche. Maintenant, si on rajoute les plateformes qui viennent s'installer, c'est l'écosystème marin qui est carrément détruit. Là, on n'en disconvient pas. Là, j'en viens à l'engagement des artistes. Parce qu'on voit aujourd'hui, chacun peut faire une émission, chacun peut avoir sa télé. L'information, l'accès à l'information est devenu tellement facile que tout le monde se permet de parler, sauf ceux qui connaissent. Quel est le rôle aujourd'hui de l'artiste? Quelle est sa responsabilité? Que ce soit le musicien, que ce soit même l'influenceur, parce que l'influenceur est écouté. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les gens aillent vers des thématiques engagées? Bon, enfin, je pense que chaque artiste a sa vision, a sa mission, on va dire. Il y en a qui ont peut-être pour mission juste d'amuser les gens, de leur enlever le stress. Il y en a qui ont la mission d'être des haut-parleurs de leur communauté. Et selon la mission qu'on a, je pense qu'il faut, voilà, il faut se donner le maximum de chance et d'espace pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, moi, je connais ici au Sénégal des artistes qui sont issus de la communauté Lebo. Notamment, j'ai mon ami Les Diwanji, qui organise un festival, Gisoumanambao. C'est un festival qui est très écolo. Un festival où il travaille avec des partenaires européens et il organise non seulement c'est un festival de musique, mais aussi il organise la sensibilisation au niveau des communautés. À Saint-Louis aussi, pareil, il y a un de mes jeunes frères, Plume Perdue, qui a l'habitude de faire des performances. C'est un artiste slameur qui fait des performances, qui fait aussi de la sensibilisation. Donc, effectivement, quand vous voyez par exemple que ces gens-là qui sont issus de ces communautés
parlent des problèmes. Ils sont plus à même de parler des problèmes de leur communauté que quelqu'un qui n'est pas forcément sensibilisé. Et je trouve aussi que nos amis influenceurs, parfois, ils travaillent pour vivre aussi, hein. Ils travaillent pour essayer de survivre aussi. Et donc, ils sont ouverts à toutes les propositions. Quand quelqu'un leur demande, par exemple, de venir parler de l'environnement, ils peuvent venir. Mais aussi, quand Total Energy les appelle pour qu'ils viennent faire la conversion de la canne, tu vois. Ils vont aller plus loin aussi. Donc, parfois, c'est pas évident, tu vois, C'est un peu compliqué. Voilà. Là, par exemple, il y a Tonton Vert, il y a comment il s'appelle Il y a les frères Guissé aussi. oui, les frères Guissé, dedans. le Festival. Il y a aussi, parmi les influenceurs surtout, il y a le Toubab, là, nous, Toudoti, Troum La Faté. Elle a un Toubab très engagé, Dynamique. très dynamique, qui est partout sur les réseaux sociaux. Qui parle d'environnement? Oui, il parle que d'environnement. Je ne le connais pas. Il Lui. faut que Moussa, c'est pas Moussa. C'est ça. Ah, donc je ne savais pas qu'il parlait d'environnement parce que je le vois tout le temps parler, être sur les charrettes et autres. Ah, d'accord. C'est lui. Et il y a Tonton Vert, notamment. Oui, Mais en Abdou, tout cas, oui. Voilà. En Abdou tout cas, Touré. il y a de plus en plus d'influenceurs qui parlent d'environnement, qui s'engagent. Et il y a aussi l'homme en plastique. Ah oui, oui, je le connais, oui. Voilà, lui aussi, il fait beaucoup de sensibilisation. Bon, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Et Oui. les gens ne sont pas assez conscients. Les gens, ils pensent que c'est des problèmes qui ne touchent pas leur environnement direct. Donc, tant que ça ne touche pas leur environnement direct, c'est pas grave. Donc, ils voient ça un peu comme si c'était du folklore. Donc, même au niveau, même au sein même de nos ministères. Par exemple, aujourd'hui, il faut prendre le ministère de l'Environnement. OK. Ils font du bon travail, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aller pousser l'exemple, aller plus loin. Un exemple très simple. On ne peut pas s'appeler ministère de l'Environnement et puis avoir des véhicules qui prennent de l'essence ou du gasoil. Il faut aller pousser le truc plus loin. Aujourd'hui, vous avez des véhicules électriques. Mais c'est vrai, vous avez des voitures solaires, vous avez des voitures électriques. Mais il faut que tout le parc de ce ministère-là soit de véhicules solaires ou électriques ou hybrides. Il faut qu'on utilise le moins de papier, par exemple, dans l'administration, Ouais. que tout soit fait électroniquement. C'est comme ça qu'on donne l'exemple. Ouais, faire des événements avec moins de bâches, moins de supports plastiques. d'accord. Après, c'est beaucoup de déchets. Je suis parfaitement On est d'accord. Même si le ministère de l'Environnement, c'est mes amis, hein, c'est mes partenaires. Ouais, mais ouais. ce que le grand dit aussi, ce que le grand est en train de dire, c'est vrai. Hein. On commence par soi, Ouais. on commence par balayer devant chez soi avant de balayer devant chez les autres. Un autre exemple. Le nouveau régime avait commencé à lancer chaque samedi. C'est ça, non? Chaque premier samedi du mois, les 7-7. Ouais. J'ai l'impression que c'était juste effet de mode au début, et puis là, on a abandonné le projet. Alors que l'idée, c'était qu'il donne une impulsion et que les populations même suivent. Mais est-ce que les populations ont suivi? Bon. Les populations aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les populations suivent? On ne sait pas. Il faut qu'il y ait une consistance par rapport à ceux qui sont devant et qui font chaque fois ce type d'exercice. Quand vous commencez quelque chose, il faut le continuer. Par tous les moyens, il faut le continuer. Même si vous n'êtes plus forcément au devant de la scène, on sait que ce n'est pas le président Diomaye ou bien le Premier ministre Ousmane Sonko qui vont être tout le temps sur le terrain. Mais au moins que leurs collaborateurs, ou en tout cas qu'il y ait une équipe qui soit chargée de faire que ce travail puisse continuer. Parce qu'à force, vous avez vu au Rwanda. Le Rwanda, oui. Ouais. Le Rwanda, il n'y a pas plus propre. Pas plus propre. Alors que c'est un pays africain qui montre que c'est possible avec la volonté. Et la dernière fois, j'ai vu aussi un truc qui m'a impressionné. C'est en Éthiopie, ils ont planté 380 millions d'arbres en 24 heures. Ils ont planté 380 millions d'arbres en 24 heures. En 24 heures? Parce que c'est juste une question de volonté. On se dit, aujourd'hui, vous avez vu, il y a plein de challenges. Il y a tellement de challenges qui sont, moi au moins, des challenges qui sont débiles pour moi, mais qui sont des challenges que tout le monde aime à refaire. Ouais. Mais planter des arbres, ça doit être un nouveau challenge. Ah mais grand, il faut qu'on lance ce challenge. Moi, au moins, j'ai planté un arbre. Voilà, exact. N'est-ce pas? Hein? Mais non, Moi, au moins, j'ai fait quelque chose pour moi, au moins, j'essaie d'avoir les artistes, les influenceurs autour d'un projet.
de protection et de conservation de l'environnement. Quand tu poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les populations, c'est ça qu'il faut faire. Il faut savoir ce qui les intéresse et puis greffer ce qu'on pourrait faire pour, voilà, pour servir la cause. Parce que je trouve que 380 millions d'arbres, c'est-à-dire que on a demandé à chaque Éthiopien de se lever ce matin, c'était un week-end, vous êtes obligé dans chaque quartier de planter. C'est-à-dire que ça va permettre, on a connu l'Éthiopie des années 80 où c'était la famine. La famine, ouais. Aujourd'hui, on te dit qu'ils ont planté en 24 heures ce record mondial historique. Ça, c'est Mais nous, on est incapable de produire, de planter. Aujourd'hui, par exemple, on est à Dakar, dans le quartier où on est ici. Est-ce qu'il y a des zones vertes? Non, j'en ai pas vu. Il n'y a que des buildings, que des buildings. Quand vous allez dans la banlieue, pareil. Aujourd'hui, on construit, on va mettre des briques et même la construction, même le fait d'utiliser n'est pas éco-responsable. C'est pas éco-responsable. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toute une éducation à refaire. Et cette éducation, moi, dans ma conviction profonde, elle va commencer avec les enfants, au primaire, au jardin d'enfants. C'est eux la future génération. C'est à eux qu'on doit enseigner toutes les habitudes, au fait. C'est des habitudes à avoir, de nouvelles habitudes à avoir. On va aller sur un autre point qui est assez important quand même, c'est le savoir empirique. Avant de travailler sur ces projets-là, et après avoir commencé, fréquenté et produit avec l'aide des communautés, quelle est la plus grande leçon? La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que on commence, pour changer le monde, on commence par se changer soi-même. À savoir avoir comme aujourd'hui, par exemple, depuis un certain moment, les gens ont compris les dangers qu'il y avait, par exemple, dans les cubes, les bouillons. Donc, au lieu de continuer à utiliser cela dans la nourriture, on utilise maintenant du sel. On essaie en fait d'utiliser en tout cas des aliments épices naturelles. Parce que ça va dans notre corps et qu'à la longue, c'est ça qui va nous fortifier ou qui va nous affaiblir. C'est exactement la même chose. Quand aujourd'hui, par exemple, on comprend le danger qu'il y a avec les déchets plastiques. Au Sénégal, il y a une loi qui interdit l'utilisation des sachets plastiques à faible micromètre. Ça existe. Mais la loi n'est pas appliquée. Est-ce qu'elle est connue de tous? La loi, à un moment, il y a une communication qui a été faite autour de cela. Je suis sûr et certain que si vous allez à l'Assemblée, vous leur demandez les lois, les projets de loi, ils vont forcément vous sortir cette loi parce que c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. Donc, interdiction totale d'utiliser les sachets plastiques à faible grammage, n'est-ce pas? Mais si vous faites ça, il faut faire des mesures d'accompagnement. Et à un moment, tout le monde commence à utiliser. Par exemple, quand vous allez dans les supermarchés, surtout à Auchan, pour ne pas les nommer, ils vous obligent à acheter le sachet plastique, le sachet recyclable, oui. Ou bien le papier craft. Oui. Ça doit être des réflexes. Ça doit être quelque chose qui doit être un réflexe naturel. Quand vous allez en Europe, par exemple, la plupart des gens, ils viennent avec leur cabas. Ils ne viennent pas pour acheter, ils ne veulent pas acheter forcément un sachet ou bien un sachet plastique, donc ils vont acheter le cabas. Ouais. Justement, le fait d'avoir d'avoir ce réflexe-là, même les bouteilles d'eau, de plus en plus, les gens vont beaucoup plus inciter les gens à utiliser des bouteilles en verre plutôt que des bouteilles. Mais ce sont des exemples comme ça. Et donc, finalement, quand vous regardez chez vous, tout ce qui est déchets plastiques et que vous essayez de les éliminer, c'est ça qui va vous forcer justement à avoir ce type de réflexe. Quand vous avez un véhicule, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais moi, pendant très longtemps, j'ai eu un véhicule hybride. Parce que j'ai compris, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais maintenant, avec la nouvelle technologie, il est facile d'avoir des véhicules électriques, il est facile d'avoir des véhicules hybrides, n'est-ce pas? Et je pense que tout cela, c'est une volonté populaire, c'est une volonté politique. Il faut une volonté politique pour que les gens comprennent à quel point il est important. Parce que la pêche en milieu maritime, tout ce que vous avez expliqué, tout ce que tu viens de nous expliquer, ce sont des situations peut-être que les populations se disent « Ah, ça ne m'implique pas ». Mais je ne suis pas concerné. Ça nous implique tous. D'une manière ou d'une autre, on est tous concernés. Tout ce qui se passe, par exemple, dans la protection des... J'ai vu hier ou avant-hier l'association des vendeurs de charbon qui se plaignaient
Je dis, on doit arriver à un stade où on doit arrêter d'utiliser le charbon de bois. On doit pouvoir réduire l'utilisation au maximum de charbon de bois. Donc, mais si vous réduisez l'utilisation du charbon de bois, il faut que ce secteur-là, on essaie de le réorganiser d'une manière différente. Pour que maintenant, ces gens qui en vivaient, on puisse leur donner un autre outil pour qu'ils puissent eux aussi subvenir à leurs besoins. Il y a tellement de choses à faire. Donc, notre ministère de l'Environnement, il faut qu'il soit beaucoup plus visible. La dernière fois, je l'ai entendu, M. Abdourahmane Diouf, je l'ai entendu dire, je ne sais plus si c'était à l'Assemblée nationale, je ne sais plus, enfin, sur une tribune en tout cas, où il parlait justement du fait que les Européens veulent qu'on utilise de plus en plus d'énergie verte ou renouvelable. Alors que nous, on vient à peine de découvrir le pétrole et le gaz. Donc ça veut dire qu'il y a dans son discours, ce que j'ai compris, c'est que chacun y aille à sa vitesse. Parce que les Européens veulent nous imposer parfois leur propre agenda. Aujourd'hui, eux, ils veulent migrer vers les énergies vertes. Donc, ils ne veulent plus faire la promotion de tout ce qui est énergie fossile. Mais nous, on compte sur cette énergie fossile-là pour pouvoir développer notre pays. Donc, il faut trouver des politiques qui soient adaptées. Il ne faut pas non plus qu'on suive les gens à leur rythme. Oui, jusqu'au point de nous-mêmes, parce que ce qui va se passer, c'est que les problèmes de l'environnement que ça va causer, c'est nous qui allons payer les pots cassés. Donc maintenant, aujourd'hui, on va exploiter le pétrole, on va exploiter le gaz. Mais est-ce que ce pétrole et ce gaz-là, si c'est investi, si on l'investit d'une certaine manière, est-ce que ça peut nous permettre de pouvoir nous reconvertir dans tout ce qui est énergie verte? Est-ce qu'il y a une vraie politique d'énergie verte au Sénégal? Tout ça, ce sont des questions. Donc nous, ce qu'on apprend, en tout cas, ce que cela nous a appris, le fait de tout cela, ça nous a appris que ça va commencer d'abord à la maison, dans nos habitudes, d'essayer de faire le maximum, de créer le moins de pollution possible. J'ai vu une fois une campagne qui m'avait beaucoup marqué, c'était aux États-Unis, je crois que c'était en France, où on demandait à chaque membre de la famille de mettre, c'était des photos, autour de lui, tout ce qu'il utilise dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois. Donc, par exemple, chaque fois que vous allez à la boutique, aujourd'hui au Sénégal, vous allez à la boutique, on vous vend du sucre. On met dans le sachet. Donc, on demande à chaque membre de la famille de garder tous les packages, les paquets qu'il a utilisés durant le mois, et à la fin du mois, il les met tous autour de lui. Donc, je me dis, si on faisait ça au Sénégal... Non, mais ça allait être catastrophique. Moi, chez moi, j'ai des paquets, des sachets qu'on me donne partout. Voilà. Souvent, j'en refuse même. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est les tote bags, les sacs cabas. Voilà. Au Sénégal, par exemple, dans les événements, on donne ça aux gens. Mais quand ils vont au supermarché ou quand ils vont aller faire leurs courses, ils ne l'utilisent pas. C'est maintenant que ça fait tilt. Parce que moi-même, je vais au supermarché, j'achète tout de suite un sac, mais j'oublie qu'il y a des choses que je peux recycler et remettre sur le marché même. Ce qu'on appelle les 3 R. Ouais. Réduire, recycler, réutiliser. Ouais. Ce sont des slogans qu'on entend tout le temps, mais on a du mal parfois à l'appliquer à notre vie de tous les jours. Alors que c'est ça en fait, il faut réduire le maximum de ce plastique, recycler le maximum qu'on peut, et réutiliser le maximum qu'on peut. C'est comme ça qu'on fait de sorte que on doit savoir au bout d'un an qu'est-ce qu'on a réussi à réduire. À réduire, oui, pouvoir quantifier, avoir une situation de référence. Exactement. Et puis pouvoir. J'ose espérer que le ministre de l'Environnement nous entendra. Ah oui, parce que moi je me dis que c'est aussi ça, la lutte. Ce n'est pas seulement venir parler d'une thématique et partir, mais de la constance dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des artistes qui s'engagent, aujourd'hui parce qu'il y a un événement, après on ne les voit plus. J'oublie. Il n'y a pas de continuité dans la communication. Je pense que les gens qui sont engagés, ils le sont de par leurs rêves, leurs convictions. Leurs convictions. C'est dommage qu'aujourd'hui, dans les événements, on prend juste quelqu'un parce que la personne fait le buzz. Mais demain, cette personne ne peut pas continuer une communication.
Et je pense que aussi, il va falloir qu'on s'organise, surtout le milieu artistique, que ça s'organise davantage à avoir des gens selon des centres d'intérêt. Parce que on peut chanter, la musique, elle est bonne, mais en tant que personne, on a un centre d'intérêt. Il y en a qui peuvent lutter pour les violences. Il y a d'autres qui peuvent s'engager sur tout ce qui est environnement et rester constant, en fait. Et puis il faut qu'on essaye de faire de sorte que tout ce qui est énergie verte et renouvelable soit la norme. Par exemple, aujourd'hui, acheter quand vous voulez équiper votre maison de panneaux solaires, ça va vous coûter tellement cher pour commencer cela que ça vous décourage. Ça vous donne plus envie. Ça vous donne plus envie. Vous retournez dans le Woyofal. Il faut justement essayer oui, parce que l'État même est incapable de fournir. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi la centrale de Sendou? C'est une centrale de charbon. On peut pas. Il y a un truc qui marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche pas. C'est-à-dire, on peut pas avoir à Bokoul, par exemple, on a une centrale solaire. Et vous allez à Sendou, vous ouvrez une centrale à charbon qui fournit de l'électricité. Alors que on a l'eau, on a le pétrole, on a le vent, on a le soleil. le soleil. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas beaucoup plus dans ce type d'énergie plutôt que de continuer? Mais la centrale à charbon de Sendou, mais c'est juste incohérent par rapport à tout ce discours qu'on tient. Ce n'est pas cohérent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait de plus en plus d'initiatives dans ce sens. Quand on dit par exemple aujourd'hui qu'on va utiliser les énergies renouvelables, il faut que l'État, à un certain moment, lui-même décide d'en faire une volonté politique propre. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les ministères d'appliquer cette utilisation d'énergie renouvelable pour réduire. Aujourd'hui, quand vous allez dans les bureaux, peut-être que ça a changé, mais à l'époque, dans l'administration, quand vous rentrez le soir, les lampes sont allumées. Oui. Et voilà, qui est-ce qui paye cette facture-là? Donc je pense qu'il est grand temps effectivement qu'on demande à tous les ministères, En tout cas, il faut que ça commence par en haut. Il faut que ceux qui sont en haut, comme c'est eux les guides, il faut qu'ils puissent donner l'exemple. Et en donnant l'exemple, c'est ça qui va faire que les populations vont suivre. Et puis aussi, politique d'accompagnement. Parce que si vous donnez l'exemple et que vous ne faites pas une politique d'accompagnement, ça ne sert à rien. Donc il faut une vraie politique d'accompagnement pour pouvoir le faire. Alors, grand, xam naa ne yëgaguloo ko maa ngi la koy yëgalaale en même temps. Le Sénégal doit organiser le congrès mondial des aires marines protégées. Donc, c'est les écosystèmes marins, hein, les communautés, et mettre aussi en avant l'expérience africaine. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en termes d'aires marines protégées, de gestion, de modèle de gestion, l'Afrique est en avance. Même les autres continents apprennent de la gestion africaine. L'Afrique est en avance, mais c'est qu'on ne communique pas dans le sens où on montre que cette expertise nous appartient, où on est en avant. C'est ça aussi le défaut voilà, le paradoxe. Okay. Donc le Sénégal doit abriter le Congrès mondial des aires marines protégées. Ce sera la première fois que ça se passe en Afrique et le Sénégal organise au nom de toute l'Afrique. En réalité, c'est des candidatures. On a candidaté. On était en compétition avec beaucoup de pays, y compris l'Afrique du Sud, qui nous dépasse largement en termes de biodiversité. Mais ils ont eu le gentleman agreement. L'Afrique du Sud a dit au Sénégal, comme ça, vous tenez tant à organiser ce congrès, nous, on retire notre candidature, on vous laisse l'organiser. Ce sera en mars 2027 et on aura besoin aussi de l'appui de tout ce beau monde autour de l'art, de l'influence. On a besoin de ces gens parce qu'on doit montrer ce que nous avons, ce que nous savons faire depuis des décennies. Okay. C'est au Sénégal que vous allez trouver des communautés qui se lèvent pour dire « Venez nous aider à protéger ce patrimoine-là. » C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà formidable. Oui, si on l'organise, il faut effectivement qu'il y ait une campagne avant pour que tout le monde puisse comprendre l'importance de cet événement. Et il faut justement que, encore une fois, tout ça c'est une question de volonté politique parce qu'il y a tellement de priorités. Par exemple, ce que moi j'ai constaté, c'est que chaque fois qu'on parle d'environnement, en général, les gens, ils pensent que l'environnement c'est le parent pauvre au fait. On ne parle pas d'environnement comme il se doit parce que les gens te disent qu'ils ont faim, ils ont soif, ils ont des priorités. Donc l'environnement, ça vient après. Ça vient après. Oui. Alors que justement, l'environnement, c'est le seul héritage
c'est un héritage, donc ça ne nous appartient pas et on est obligé de le garder tel quel ou mieux pour les futures générations. C'est le seul élément qu'on est obligé de garder ou d'améliorer pour la future génération et on n'est pas conscient de ce que ça représente. Aujourd'hui, les influenceurs et tout, je pense qu'effectivement, ils sont pas, enfin, ils ont peut-être Ils pas ne la savent bonne pas. information. Ils n'ont pas les fonds. Le secteur de l'environnement, j'y suis depuis plus de 15 ans. C'est un secteur qui est carrément cloisonné. Donc, c'est maintenant qu'on commence même à voir des gens qui parlent de manière simple. Parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un message. Exactement. Mais comment tu le donnes? Par quel canal? Parce qu'aujourd'hui, si moi, je n'utilise pas tel influenceur parce que sa tête ne me plaît pas, mon message ne passera pas. Non. Et la communauté qui suit cet influenceur-là ou cet artiste-là, je ne l'aurai pas. Non, absolument. Donc aujourd'hui, tout artiste devient un canal. Exactement. C'est un canal de conversion. Aujourd'hui, à des personnes qui ont des valeurs un peu plus green. Mais pourtant, je pense qu'à la RTS, il y avait des émissions sur l'environnement à l'époque. Oui, il y a beaucoup d'émissions. Moi, c'est le paradoxe. On a beaucoup d'émissions. Mais malgré toutes ces émissions, on sent que le comportement, l'éducation environnementale, ça pose problème. Ok, ça va. Ça pose problème. Mais qu'en est-il de l'école? Est-ce qu'il y a une éducation environnementale à l'école? Peut-être dans quelques écoles. Et généralement même, c'est les écoles des gens qui sont les plus nantis. Oui, parce que moi j'en ai vu, pour ne pas citer l'école, dans une école, ils font des sorties, ils font des trucs écologiques, ils partent, mais Moi, voilà. je me souviens quand j'étais à l'école à Abidjan, mais on avait un petit jardin à l'arrière de l'école où on allait une fois par semaine pour s'occuper des plantes. On cultivait des carottes, de la salade, etc. Et je me souviens en fait que oui, il y avait aussi une opération où on devait planter des arbres. En tout cas, une fois par année, il fallait qu'il y ait cette opération-là. Et je me souviens en fait que tout ça, ce sont les choses qui nous permettaient, nous, d'avoir une relation directe avec notre environnement. Mais maintenant, je vois que ce n'est plus forcément une priorité. La plupart des écoles, ou en tout cas la plupart de ce que j'entends ou ce que je vois, je vois pas ça forcément. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont prises, mais c'est vrai que c'est très isolé. Par exemple, dans les zones rurales, où les enfants ont l'habitude, ou en tout cas ils avaient l'habitude d'aller dans les champs, pour eux c'est naturel. C'est naturel. Ça fait partie de leur vie. Voilà, mais dès qu'on rentre en ville, après ça, on délaisse. Et je pense qu'il est important, par exemple, comme il y a des cours sur l'éducation civique, des cours sur l'histoire, la géographie, qu'il y ait des cours sur l'environnement. L'éducation environnementale. Généralement, c'est des projets et programmes qui le font. Il y a des projets et programmes qui viennent financer certains sites pour l'éducation environnementale pour les communautés vivant dans et autour des sites protégés. Voilà. Ils le font, mais ce n'est pas de manière aussi formelle dans le cursus scolaire et on gagnerait à le mettre dans le cursus, effectivement. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ministères ou les agences de l'État, ils doivent avoir dans leur programme, regarde, j'ai un ami qui vivait au Maroc qui m'a expliqué une initiative à laquelle il avait participé. C'était le fait d'utiliser les terrasses des immeubles et de les faire en green, en fait. Comme Tonton Vert, ce qu'il fait. J'aime bien l'idée de Tonton Vert, qui exploite sa terrasse, qui devient une institution d'ailleurs. Tout le monde va visiter tout ça. Vous avez toutes les terrasses des buildings, de tous nos buildings administratifs, par exemple en ville, à Dakar. Mais ce sont des espaces qu'on peut utiliser. Ce sont des espaces pour pouvoir recréer une ville verte. Une ville verte. Mais Dakar, on est étouffé. J'avais entendu parler d'une initiative qui consistait à planter des arbres sur toute la VDN, sur toute la longueur de la VDN. J'ai vu que ça a commencé. Après, quelques temps après, j'ai vu qu'il commence, il y a des endroits où il y a carrément du béton.
Les Donc, pavages. on n'est pas dans le process de se dire, plus on va planter des arbres, plus ça va rafraîchir la ville déjà, et plus ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de pluie. Mais j'ai l'impression en fait qu'on n'a pas cette vision, même quand on construit les cités. Peut-être les cités modernes qui ont tendance maintenant à créer des espaces verts. Mais quand vous pouvez vivre dans un quartier pendant des années, par exemple la SICAP, c'est le quartier idéal qui aurait pu permettre justement de développer ce système-là. J'ai vu que là, ils sont en train de reconstruire certains endroits, par exemple les allées de Khalifa Abakar. Ababakar Sy. Ils sont en train de reconstruire. Mais est-ce qu'ils ont prévu de mettre des espaces où vraiment ce sont des arbres? Aujourd'hui, quand il y a un espace, la première chose auquel les gens ils vont penser, terrain synthétique. Ouais. D'accord, tu peux un terrain synthétique, mais prévois au moins en compensation des arbres, un espace, un jardin pour les enfants et tout. Et je pense que c'est ce manque de vision-là qui nous fatigue parce que on vit les uns au-dessus des autres et puis on n'a pas l'impression que ce petit geste qu'on fait pour aujourd'hui aura un impact demain. Ah oui, oui. Ça peut se prouver par... Quand on passe sur point E, Ouais. vous voyez quand vous passez vers Fann, Exactement. peu importe la chaleur de Dakar, Exactement. il y a toujours un microclimat Exactement. quand vous passez par là-bas. Parce que tu vas voir, il y a les arbres, c'est un endroit où j'aime passer. Exactement. Moi, rien que le fait que les arbres soient jalonnés tout au long de la route, moi, ça me plaît. C'est ça. Il y avait, je crois que c'est à Thiès, non? La rue Sans Soleil. Oui, À je Thiès, pense il y a que une c'est à rue Thiès, oui. Rue Sans Soleil. Ou c'est à Dakar? C'est pas là-bas la rue Sans Soleil? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, l'esprit de dire rue sans soleil, c'est justement parce que il y a 20 ans, 25 ans en arrière, il y a des gens qui ont pensé à planter des arbres sur toute une allée. Et c'est ça qui permet justement de rafraîchir. Et c'est des détails comme ça. Et hormis cela, un autre problème, et je pense que pour le futur, ce sera quelque chose d'intéressant, ce serait de pouvoir utiliser des poubelles où on peut recycler de l'équipement, on peut recycler des ordures. Par exemple, je sais pas, c'est naturel aujourd'hui d'avoir une poubelle pour les plastiques, et une poubelle pour les verres, etc. pour le papier. Comme ça se fait dans les autres pays, ils le font. Moi, j'ai été à une rencontre récemment des Nations Unies, mais même les poubelles, tout est recyclable. Tout est recyclable, tout. Même les supports, le branding, tout ce qu'ils ont utilisé, à 90%, c'est des choses qui sont recyclables. Et ça, j'ai aimé. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est ça qui va changer les choses. Aujourd'hui, par exemple, on peut lancer des initiatives, comme par exemple demander au quartier, le quartier le plus vert, par exemple, est récompensé par rapport à ces initiatives. Tu vois, la mairie de Dakar peut organiser un concours sur les quartiers verts. Ouais. Le premier quartier qui va, par exemple, parce que avant de parler de recyclage, il n'y a juste pas de poubelle, assez de poubelles. Il n'y a juste pas le cycle de ramassage n'est pas suffisant. Mais c'est vrai. Donc, on te balade avec 2 jours les gars, pas 3 jours. Donc, ce qui fait que poubelle, moi, ça m'a dit, j'ai pas de truc UCG. Oh, ok. Vous sortez juste, vous donnez au charretier ou vous sortez juste quand ça reste 2-3 jours, il n'y a pas de autombale qui roule, tu donnes ça au charretier. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un stade où on n'est pas obligé, on doit. Mais c'est des choses qui sont tellement banales, tellement basiques. Tellement basiques. Ouais. Il y a de l'espace pour créer un espace où on peut venir trouver des poubelles, des grandes poubelles, que les populations... C'est-à-dire que, au Sénégal, un autre problème qu'on a. Dès qu'on dit, par exemple, que voilà, ici c'est un espace pour jeter les poubelles, automatiquement, cet espace, vous n'avez même pas envie d'aller jeter vos poubelles parce que vous allez trouver quelqu'un qui va venir, qui aura la flemme de gérer complètement, de jeter la poubelle ou les ordures là où il faut. Dans la benne à ordures. Il va le jeter n'importe comment. Ça, c'est vrai. Je suis allé dans une ville en Espagne. Eux, c'est vrai qu'ils sont très développés, mais la manière dont ils utilisent où ils gèrent les poubelles, c'est tellement révolutionnaire que ça m'a vraiment impressionné. Ils font en fait, avant par exemple les poubelles étaient visibles quoi. Ah oui, je connais. Maintenant c'est des trous qui sont à l'intérieur au sol, les gens passent même sans s'en rendre compte. Et la voiture vient, arrive elle sous ouvre le couvercle, elle tire, elle jette, elle gère. J'ai vu ça à Istanbul. Moi, la première fois, c'était à Istanbul. Exactement.
j'ai vu qu'il n'y avait pas de poubelle. Non. La voiture arrive, il n'y a pas de ping-pong, hein, amul ping-pong, amul dara. La voiture se gare, Voilà. le système Ça s'ouvre, s'ouvre, il le récupère, truc il jette. charge et remet. Exactement. C'est magnifique. Et c'est des Mais détails bon, qui sont pas, c'est pas compliqué à gérer. Donc, je pense qu'il est important de faire ce travail-là, ou de réhabituer les populations à gérer leurs ordures, et puis qu'il y ait un système de ramassage très fréquent. Bon, on n'aura pas le temps de parler d'un autre problème, c'est la décharge municipale de Mbobos, de bus, oui. qui est aussi un autre problème, une bombe écologique. Il y a tellement de C'est choses. des problèmes C'est-à-dire sur que des problèmes. quand on parle d'environnement, moi, en fait, le truc, c'est surtout d'abord notre environnement immédiat. Immédiat. Surtout nous qui vivons en ville, là, nous, notre environnement immédiat. Comment le gérer? Ouais. Voilà. Alors, je pense que c'est bon, hein? On ne peut pas tout dire peut pas tout dire, aujourd'hui, absolument. mais on va trouver le moyen d'en faire un journal râpé. D'accord. Mais là, je vais dire ça au ministre de l'Environnement, hein. Il faut que, monsieur le ministre, il va Voilà. falloir que l'on se lance dans le journal râpé, hein. Ben problème. Avec Da- grand plaisir. Merci Ouais. pour En tout cas, l'invitation. merci grand. C'est un plaisir de partager le podcast. C'est aussi un plaisir de t'écouter parce qu'il y a le contenu, le contenant, tout est là. Masha'Allah. Merci beaucoup. Donc, voilà. Voilà. Le- On se reverra très bientôt. Donc, Ah oui. On se reverra sur le il- terrain. Sur le terrain. On se reverra sur le terrain. Et là, quand même, on va lancer le mois au moins. Voilà. J'ai planté un arbre devant chez moi. Ça, c'est notre prochain challenge. D'accord. Merci. Merci à vous.